Iskar pourrait être le meilleur épéiste du monde, mais sous toute cette compétence, c'est juste un perdant désespéré. Sa vie entière bascule quand il veut applaudir la princesse ennemie. Il est prêt à se battre contre son propre camp si cela signifie se rapprocher d'elle. Tout a commencé lorsque l'Empire a commencé à enfermer les humains qui avaient des pouvoirs magiques. Mais il y avait une nation appelée la Souveraineté Nébulise qui accueillait ses utilisateurs de magie comme les sorcières et les mages. Cela a déclenché une guerre sans fin entre les deux camps. Dans une prison de haute sécurité, une fille aux cheveux roses est sauvée par Iska, un soldat de l'Empire. Après avoir brisé ses chaînes, Iska lui glisse un peu d'argent et des collations pour l'aider à survivre un moment, puis la laisse partir. Mais il ne faut pas longtemps pour que les supérieurs découvrent ce qu'il a fait. Et en guise de punition, ils jettent Iska derrière les barreaux aussi. Un an plus tard, Iska est libéré à nouveau. Cette fois, l'Empire veut qu'il se rattrape en aidant dans leur guerre centenaire. Sa mission? Éliminer un puissant astromage nommé Purebird, l'un des descendants de la lignée de la légendaire sorcière Nébuleuse. Il y a longtemps, Nébuleuse a failli réduire l'Empire en cendres avec ses pouvoirs insensés, et ses héritiers, connus sous le nom de Purebloods, portent encore cette même magie dangereuse. Iska reçoit l'ordre d'éliminer une puissante sorcière connue sous le nom de Calamité de Glace. À ce moment-là, une plateforme en pierre s'élève du sol et offre à Iska des armes magiques pour l'aider dans cette mission. Lorsqu'on lui demande s'il a besoin d'autre chose, Iska fait un geste audacieux. Il demande à 3 coéquipiers soigneusement choisis de se joindre à lui. Quelque part dans la ville, une fille nommée Néné travaille comme serveuse dans un café quand son ami Jin entre. Un vierge depuis 100 ans qui est bien trop intense pour son âge et soyons honnêtes, son visage ne tolérerait aucune garce. Jin lui fait savoir qu'Iska vient de sortir de prison et est prêt à retourner sur le champ de bataille. Demain, ils le rejoindront en première ligne. Cette même nuit, Iska franchit les portes de la prison et lève les yeux vers le ciel. C'est la première fois en un an qu'il le voit. Peu de temps après, Jae-han et Nian arrivent pour l'accueillir. Il est assez évident que l'un d'eux est bien plus ravi que l'autre de le revoir. À ce moment-là, leur 4e coéquipière arrive, le capitaine Miss Miss, qui est à la fois petite et très voluptueuse. Elle trébuche immédiatement et tombe face contre terre, puis fait une crise totale sur le fait qu'elle est toujours un vrai désastre malgré ses 22 ans. Même si elle vient de trébucher, Miss Miss est clairement ravie que leur unité 7 soit enfin de retour en action. Pendant qu'ils voyagent, le groupe parle de la dangerosité de leur mission. Miss Miss mentionne la Calamité de Glace, réputée être le mage le plus puissant de l'histoire. Mais comme les mages ne savent pas qu'Iska est impliqué, Jae-han pense qu'ils ont l'avantage et peuvent terminer la mission sans encombre. Il pense aussi que les supérieurs paniquent. Pourquoi sinon auraient-ils sorti Iska de prison pour une opération aléatoire? La liberté d'Iska dépend de la réussite de cette mission. Pourtant, son esprit est bloqué sur la guerre sans fin, qui semble plus désespérée que jamais. Le lendemain, l'équipe atteint un site de réacteur. Nian fait remarquer que l'endroit est encore incomplet. Les mages continuent de le saboter. Grâce à ses compétences en ingénierie et à sa conscience de détective, elle repère rapidement tous les défauts de la structure. Puis Jae-han recommence avec l'un de ses discours dramatiques, mais personne n'écoute vraiment. Il se plaint de la façon dont la guerre a cessé d'avoir du sens et est maintenant alimentée par la colère et la douleur. Selon lui, quelqu'un doit agir comme un sauveur, devenir le méchant exprès juste pour mettre fin à tout cela. Plus tard, alors que l'équipe traverse la forêt vers un point de rendez-vous, leur Jeep est soudainement prise sous le feu, littéralement. Un mage astro lance une attaque surprise même s'ils sont en plein territoire impérial, ce qui signifie que l'équipage de Nébuleuse a réussi à franchir la frontière sans que personne ne s'en aperçoive. Alors qu'ils essaient encore de déterminer leur prochaine action, Nian reçoit un appel de détresse d'une des équipes de secours. Mais avant qu'ils ne puissent réagir, une boule de feu flamboyante fonce vers eux. Iska ne perd pas une seconde. Il la tranche net en deux avec sa lame noire, révélant 2 mages cachés derrière les arbres. Mais il s'avère qu'il n'y en avait pas que 2. Un groupe entier de lanceurs de sorts ennemis était dissimulé derrière une étrange illusion magique. Même s'ils sont clairement en infériorité numérique, l'unité 7 ne recule pas. Ils lancent une salve de missiles directement sur les ennemis. En quelques secondes, Iska et Jae-han parviennent à neutraliser tous les mages autour d'eux. Jae-han plaisante en disant qu'Iska aurait pu les affronter seul s'il n'avait pas perdu un peu de sa forme pendant son année d'enfermement. Soudain, le sol tremble et un énorme golem de pierre en surgit, invoqué par une autre sorcière astrale nommée Rin. Iska tranche rapidement le bras du golem comme si de rien n'était et dit à l'escouade de continuer pendant qu'il s'occupe du reste. Peu après, il accule Rin et exige des réponses sur la sorcière de la Calamité de Glace, mais Rin refuse catégoriquement. Elle préfère tomber plutôt que de trahir les siens. Elle essaie de lancer une attaque surprise, mais elle échoue lamentablement. À ce moment-là, sa supérieure, Alice, apparaît et lâche la bombe. Elle est la sorcière de la Calamité de Glace. D'un geste de la main, toute la forêt est gelée instantanément, se transformant en un désert hivernal. Il s'avère qu'Alice avait planifié cela depuis le début, pour geler et détruire le réacteur sans provoquer une énorme explosion. Ce qu'Alice ne savait pas, c'est qu'Iska était l'un des saints disciples, donc ce n'est pas un mystère pour lui comment il a battu Ren. Après une courte discussion, leur affrontement commence. Alice le bombarde avec une tempête de pointes glacées, mais la lame blanche d'Iska est enchantée avec de la magie astro, lui permettant de bloquer et de contrer chacune d'elles. Impressionnée mais ne voulant pas reculer, Alice lui dit de se rendre.
Iska refuse, disant qu'il veut mettre fin à cette guerre qui traîne depuis trop longtemps. Cela surprend Alice. Elle s'ouvre, disant qu'elle rêve de vaincre l'Empire et de créer un monde pacifique et uni. Mais juste au moment où son discours atteint son apogée, elle glisse sur un morceau de glace. Iska la rattrape en pleine chute, transformant instantanément la bataille intense en quelque chose tout droit sorti d'une comédie romantique ringarde. Alice, totalement déconcertée, appelle son hibou géant pour l'emporter, avertissant qu'elle ne lui fera pas de cadeau la prochaine fois. Une fois partie, le reste de l'équipe arrive et est super soulagé de voir Iska toujours en vie. De retour chez elle, Alice passe des heures à tremper dans la baignoire, essayant désespérément d'effacer l'embarras d'avoir été attrapée par Iska pendant ce moment gênant. Tandis que Reign s'occupe de ses besoins, Alice ne peut s'empêcher de rejouer la scène dans sa tête, ce qui ne fait que l'irriter davantage. Cherchant une distraction, elle décide de se rendre à l'opéra de la ville neutre pour voir une pièce romantique tragique sur un chevalier condamné. Alors que la pièce atteint sa fin déchirante, Alice se retrouve en larmes. Un inconnu assis derrière elle lui tend doucement un mouchoir. Touchée par ce geste, elle se tourne pour le remercier après le spectacle, seulement pour se figer de stupeur lorsque les lumières révèlent qu'il s'agit de nul autre qu'Iska lui-même. Plus tôt dans la journée, Iska avait des problèmes d'insomnie. Miss Miss est venue le voir. Sachant qu'elle est assez inutile en vrai combat, elle a pensé que jouer le rôle de pom-pom girl de l'équipe était sa façon d'aider. En discutant, Miss Miss a demandé à Iska ce qui le tracassait. Il a avoué qu'il ne pouvait pas s'empêcher de penser à son combat intense avec Alice. Pour essayer de lui remonter le moral, Miss Miss a décidé qu'il avait besoin de changer d'air et l'a amené dans sa chambre, oubliant totalement que toute sa collection de bikinis était exposée à la vue de tous. Plus tard dans la soirée, Miss Miss a préparé du thé pour Iska et lui a remis un billet pour le même opéra qu'Alice prévoyait d'assister. Elle avait déjà vu le spectacle 9 fois et pensait qu'Iska devrait assister à la dernière représentation. Le lendemain, en se rendant au théâtre, Iska se perdit dans ses pensées, se remémorant le jour dans la forêt où son maître Crosswell lui avait offert les lames astrales qu'il manie maintenant. Pendant que la pièce se déroulait, Iska avait du mal à se concentrer. La femme à côté de lui n'arrêtait pas de sangloter, alors il lui passa discrètement un mouchoir pour la calmer. Une fois la représentation terminée et les lumières allumées, ils virent enfin leur visage, et cela nous amène au présent. Alice devient instantanément méfiante, convaincue que l'Empire a dû placer Iska ici pour l'espionner et elle est prête à en découdre. Mais Reign lui rappelle rapidement que se battre est strictement interdit dans une zone neutre. Faisant de son mieux pour imiter la tsundere blonde classique, Alice s'en va en trombe, mais dans sa tête, elle réfléchit trop à tout. Elle est persuadée qu'Iska la suit. Reign, cependant, lui assure qu'Iska n'a même pas bougé jusqu'à ce qu'il soit parti depuis longtemps, donc il n'y a pas de raison de paniquer. Même si Alice est clairement agacée et troublée, elle s'en moque et se dirige vers un restaurant à proximité pour manger un morceau et se calmer. Lorsqu'elles arrivent au restaurant, toutes les tables sont occupées. La serveuse leur propose une seule option, partager une place avec quelqu'un d'autre. À leur grande surprise, cette personne s'avère être Iska. Alice manque de s'étouffer avec sa boisson et Reign intervient, l'accusant de les suivre. Mais Iska explique calmement qu'il ait réservé la table plus tôt car elle était proche du lieu de l'opéra. Son histoire tient la route, alors ils acceptent maladroitement de s'asseoir avec lui. Alice dit discrètement à Reign de rester sur ses gardes au cas où. Plus tard, Reign suggère de partir, mais Alice ne veut pas que cela ressemble à une fuite devant Iska. Quand ils attrapent le menu en même temps, Iska s'excuse poliment et propose de partager, ce qui fait rougir légèrement Alice. Ils appellent la serveuse et, étonnamment, ils finissent par commander exactement le même plat. Lorsque la nourriture arrive, Alice commence lentement à s'ouvrir, réalisant qu'elle et Iska partagent beaucoup de goûts similaires. Mais Reign l'avertit de rester vigilante. Quand Reign critique la façon dont les pâtes mijotées devraient être, Iska et Alice s'allient instantanément pour le taquiner à ce sujet. Ce soir-là, Reign mentionne qu'il rapporte habituellement les rencontres avec l'ennemi à la reine, mais cette fois, Alice suggère de garder toute la situation secrète. Elle dit aussi à Reign de jeter le mouchoir qu'Iska lui a donné, lui rappelant qu'il est toujours l'ennemi et pourrait devenir une menace. Mais Alice rejette la faute, disant que c'est la critique de Reign sur les pâtes qui l'a fait être d'accord avec Iska au départ. Plus tard dans la nuit, Iska et Alice se retrouvent éveillés, manifestement en train de développer des sentiments. Bien qu'aucun ne veuille l'admettre, elle veut son joystick. Iska finit par dériver dans un rêve, où il est dans un train en mouvement avec Crosswell. Soudain, des monstres attaquent, mais avant qu'ils ne soient submergés, une mage de glace blonde intervient pour les sauver. Le lendemain, Iska reprend l'entraînement avec son escouade. Miss Miss, comme d'habitude, rappelle à tout le monde à quel point elle est mauvaise en combat. Puis, une autre soldate nommée Ricia arrive, révélant qu'elle les dirigera lors de leur prochaine mission. Miss Miss panique, sachant que les tactiques intelligentes de Ricia sont trop difficiles pour elle, mais Iska la rassure en disant qu'ils s'en sortiront très bien. Apprenant qu'Iska n'a pas beaucoup dormi dernièrement, Miss Miss lui offre un billet pour une exposition d'art qu'elle a gagnée lors d'un pari. Comme elle n'est pas intéressée par l'art, elle lui dit d'y aller pour en profiter à sa place. Pendant ce temps, Alice rend visite à sa mère, Milaver, qui ne perd pas de temps pour lui demander des nouvelles de l'épéiste qu'elle a affronté près du réacteur. Milaver dit avoir entendu qu'Iska était aussi puissant que les disciples saints d'élite de l'Empire, en gros leurs combattants les plus forts.
Elle dit ensuite à Alice de lever les yeux vers le cristal lumineux au-dessus d'eux, qui contient le corps préservé du fondateur de leur nation. Milaver commence à expliquer l'histoire, que le fondateur a autrefois combattu des dizaines de milliers de soldats impériaux, et que son corps pulse encore de Jalia, leur énergie vitale. Ce qui choque Alice, c'est la partie suivante. Milaver révèle que le fondateur avait une sœur jumelle, et que cette sœur n'était autre que Nebuli's Eye, celle qui a commencé leur lignée royale. L'Empire n'avait aucune idée qu'il y en avait deux, donc quand Nebulius est mort, ils ont cru à tort que la fondatrice était décédée à la place. Alice remarque alors quelque chose d'étrange, le cristal semble commencer à s'affaiblir. Milaver explique que cela a commencé à s'affaiblir autour du moment où Alice a combattu Iska au réacteur. Elle pense que ce n'est pas une coïncidence. Quand le pouvoir astral se sent menacé, il réagit et Milaver soupçonne qu'Iska y est pour quelque chose. Alice se souvient de la façon dont Iska utilisait la magie astrale avec son épée blanche, mais pour l'instant, elle décide de garder ce détail pour elle. Plus tard, Rin surprend Alice en train de faire une nouvelle erreur et lui suggère de se ressaisir. Sentant qu'elle a besoin de s'évader, Alice décide de choisir une nouvelle destination cette fois-ci, un endroit où Iska ne s'attendra pas à la trouver puisqu'il l'a déjà croisée à l'opéra. Mais le lendemain, à sa grande irritation, Alice tombe à nouveau sur Iska, cette fois juste devant l'exposition d'art. Elle est stupéfaite et frustrée, pensant qu'il la suit partout. Iska, cependant, suggère simplement qu'ils entrent ensemble puisqu'ils sont déjà là. Essayant de faire preuve d'intelligence, Alice prend exactement le chemin opposé comme une véritable diva. Après avoir erré dans la ville pendant des heures, complètement perdue, elle se retrouve à la fontaine centrale où Iska la salue à nouveau. Il s'avère que l'équipe de surveillance de son escouade avait des yeux sur toute la zone, mais même eux n'ont pas pu la trouver. C'est alors qu'il a réalisé qu'elle s'était probablement perdue. Il propose de la guider à travers la ville et, pendant leur conversation, Alice laisse accidentellement échapper qu'elle est une princesse de la souveraineté Nebulise. Elle admet qu'il est étrange que quelqu'un comme elle se promène tranquillement avec un épéiste de l'Empire. Iska sourit simplement et dit « L'art ne se soucie pas des frontières », ce qui la fait rougir et fondre un peu à l'intérieur. Plus tard, les deux commencent à peindre côte à côte. Alice demande pourquoi il est attiré par une certaine œuvre d'art. Iska commence à décomposer des détails subtils que la plupart des gens manqueraient, et pendant qu'il parle, Alice l'observe tranquillement, souriant doucement, tombant clairement un peu amoureuse de lui. Mais au moment où elle réalise qu'elle baisse sa garde, elle se ressaisit et lui tend une boisson pour le remercier, essayant de jouer la carte de la décontraction. À la fin de la journée, Iska s'endort sur un banc, appuyant sa tête sans le savoir sur son usine à lait. Même si elle le considère toujours comme un rival, Alice ne bouge pas. Elle reste simplement assise là, le laissant se reposer paisiblement à côté d'elle. Plus tard, l'équipe est submergée de paperasse, complètement épuisée par une surcharge d'informations, alors Iska arrive avec des sodas pour éviter que leur cerveau ne disjoncte. Juste à ce moment-là, Ricia appelle et leur dit de tout mémoriser. C'est crucial pour leur prochaine mission. Elle dit aussi qu'elle doit parler à Iska en privé et lui demande de la rencontrer au Sénat impérial. Une fois arrivés, les hauts responsables commencent à examiner son dernier rapport de mission où il a affronté la sorcière de la calamité de glace. Iska considère cela comme un échec car il n'a pas pu défendre le réacteur, mais les supérieurs disent le contraire. Son objectif réel était simplement de retarder Alice, ce qu'il a fait parfaitement. Maintenant qu'ils ont observé davantage de ses capacités, les renseignements sont extrêmement précieux. Ils sont tellement impressionnés par sa performance qu'ils envisagent même de le réintégrer en tant que disciple saint. Mais il y a un hic. Pour regagner ce titre, Iska doit accomplir une mission critique de plus. Cette fois, il doit capturer Alice vivante. Cette nuit-là, allongé dans son lit, Iska repense au temps passé avec Alice et à ce qui pourrait se passer s'ils se retrouvent face à face. Il appelle Miss Smith pour lui faire savoir qu'il ne sera pas à l'entraînement demain. Lorsqu'elle demande pourquoi, il lui dit qu'il se rend à la ville neutre pour rencontrer quelqu'un. Miss Smith, étant la capitaine d'escouade très attentionnée qu'elle est, accepte, mais seulement s'il l'emmène avec lui. Elle sait qu'Iska a beaucoup porté sur ses épaules dernièrement et veut l'accompagner pour lui remonter le moral et le soutenir du mieux qu'elle peut. Pendant ce temps, Alice repense au moment où elle a discrètement mis Iska dans un taxi pendant qu'il dormait, l'envoyant comme un petit remerciement pour avoir passé la journée avec elle. Juste à ce moment-là, Rin entre, tenant un dossier rempli de détails, révélant qu'Iska est en fait la plus jeune personne à devenir disciple saint dans l'histoire de l'Empire. Mais voici le rebondissement. Même après sa promotion, Iska n'est jamais apparu sur les lignes de front. C'est pourquoi presque personne ne sait qui il est. Rin ajoute qu'il a perdu son titre et a été jeté en prison pendant une année entière. Tout cela parce qu'il a libéré un mage astral de captivité. Choquée par cela, Alice demande à Rin de découvrir qui était la mage. Rin dit que cela pourrait prendre quelques jours, mais promet de trouver tout ce qu'elle peut sur la fille qu'Iska a sauvée. Après le départ de Rin, Milaver entre et demande pourquoi Alice s'implique autant avec un soldat impérial. Elle lui fait un sérieux sermon sur les horreurs causées par l'Empire et rappelle à Alice que leur mission est de les vaincre pour la véritable paix. Lorsque Milaver remarque une peinture accrochée dans la chambre d'Alice, réalisée par un artiste de l'Empire, elle la réprimande en disant que même les créateurs peuvent être utilisés comme des outils par l'ennemi.
Une fois mis la verre parti, Alice serre le mouchoir qu'elle a reçu d'Iska, se remémorant les petits moments tranquilles qu'ils ont partagés. Sans un mot, elle rappelle Ren et lui dit fermement de se préparer. Elle se dirige vers la ville neutre dès demain matin. Le lendemain, Iska se dirige vers la ville neutre avec Miss Smith, lui disant qu'il a un fort pressentiment qu'Alice apparaîtra. En voyageant, ils aperçoivent un albatros planant au-dessus. Miss Smith fait remarquer à quel point il est rare d'en voir un dans l'Empire, presque comme un signe de chance. Plus tard, Iska arrive à la ville et rencontre Alice près de la fontaine familière. Miss Smith, curieuse et confuse, le pousse du coude et demande qui est la blonde aux formes généreuses. Avant qu'il ne puisse répondre, Alice s'avance fièrement et se présente comme une célébrité. « Je suis la sorcière de la calamité de glace ». Le groupe se déplace vers un endroit plus privé où Alice interroge Iska sur le mage qui l'a sauvée il y a un an. Iska explique que la fille n'était qu'une jeune enfant avec à peine de pouvoir astral et il ne pouvait pas supporter de voir l'Empire torturer quelqu'un d'aussi innocent pour la guerre. Alice le traite rapidement d'hypocrite. Après tout, n'avait-il pas été chargé de la tuer il n'y a pas si longtemps? Iska répond honnêtement. Il dit que même s'il a essayé de promouvoir la paix, personne ne l'écoute, ni l'Empire, ni le Nebulize. Alors, il a fait un choix. S'il capturait quelqu'un comme elle, une descendante directe de leur lignée fondatrice, peut-être pourrait-il utiliser cela pour faire pression sur les deux camps afin d'obtenir un cessez-le-feu, mais Alice secoue la tête. Elle lui dit que cette idée ne fonctionnera jamais. Les gens de sa nation portent une haine profonde et générationnelle pour l'Empire, une haine qui ne disparaîtra pas tant qu'ils n'auront pas gagné. Pourtant, elle ne peut s'empêcher d'être touchée par l'empathie d'Iska, et, sans prévenir, elle l'invite à servir sous ses ordres. Rin perd instantanément son sang-froid, faisant une mini-crise parce que le niveau de délire d'Alice a officiellement dépassé les bornes. Juste à ce moment-là, l'air change. Une énergie sombre ondule à travers le ciel. Les nuages se déchirent et une présence puissante descend. Une femme aux cheveux blancs sort du ciel et les yeux d'Alice s'écarquillent d'incrédulité. C'est la fondatrice, Nebulize elle-même. Miss Smith pense instantanément qu'Alice les a piégés, supposant que c'était un piège depuis le début. Mais Alice semble tout aussi choquée. Elle n'avait clairement aucune idée que cela allait se produire. Haut dans le ciel, Nebulize pose les yeux sur les épées astrales d'Iska et, sans la moindre hésitation, commence à incendier la ville avec une puissance brute et destructrice. Pendant ce temps, au palais, Milaver ressent la soudaine montée d'énergie astrale et comprend ce que cela signifie. La fondatrice s'est libérée du cristal. Au lieu de paniquer, elle sourit, croyant qu'avec Nebulize maintenant éveillée, la guerre prendra bientôt fin en leur faveur. De retour dans la ville neutre, l'équipe parvient à survivre à la première vague de destruction de Nebulize. Iska est confus. Pourquoi la fondatrice légendaire attaque-t-elle sa propre lignée? Nebulize explique alors que tout cela fait partie de l'autodéfense intégrée du pouvoir astral. Il s'active de lui-même lorsqu'il se sent menacé, mais même elle ne sait pas à quoi il réagit. Alice, visiblement frustrée, avoue qu'elle est venue ici uniquement pour avoir une vraie conversation avec Iska, juste tous les deux. Maintenant, tout est gâché parce que leur ancien ancêtre a décidé de gâcher le moment. Quand Alice supplie Nebulize d'arrêter, la fondatrice suppose qu'elle a trahi sa lignée et rejoint l'Empire, et la cible immédiatement. Ren intervient pour protéger Alice, la protégeant avec de la magie, mais se brûle gravement. Iska dit à Alice d'utiliser sa magie de glace pour refroidir les blessures de Rin et ordonne rapidement à Miss Smith de l'emmener à l'hôpital. Alors qu'il sort ses deux épées, Nebulize les reconnaît instantanément. Ce sont les lames de Crosswale. Mais elle doute qu'Iska ait ce qu'il faut pour les utiliser correctement et lance une attaque totale. Alice rejoint Iska et les deux combattent côte à côte, repoussant la puissance écrasante de Nebulize. Pendant qu'ils se battent, ils soutiennent que son temps est révolu et qu'elle n'est plus nécessaire. Elle devrait retourner à son sommeil. Pendant l'affrontement, Iska rappelle à Alice que c'est un territoire neutre et qu'ils veulent tous les deux le protéger. Cet objectif commun leur donne la confiance nécessaire pour synchroniser leurs pouvoirs et finalement submerger Nebulize, la forçant à battre en retraite. Une fois que c'est fini, Iska dit à Alice qu'il ne peut pas changer de camp, pas encore, mais il propose une trêve temporaire juste pour aujourd'hui. Alice hoche la tête et accepte, mais le prévient avec un sourire en coin. Demain, nous redevenons ennemis. Quelques jours plus tard, l'équipe traîne dans un casino flashy, jetant de l'argent dans les machines à sous comme s'il n'y avait pas de lendemain. Tout comme toi, qui jette de la sauce blanche sur l'écran. Dean se demande ce qu'ils font même ici. Il s'avère que, 2 semaines plus tôt, Regia a dit à Miss Smith que leur prochaine mission serait sous son commandement, donc c'était leur dernière vacances avant que les choses ne deviennent sérieuses. L'équipe suppose que le prochain travail pourrait être une situation de vie ou de mort, et Regia voulait probablement qu'ils se détendent un peu avant. Essayant de remonter le moral, Jaihan hausse les épaules et dit que chaque mission ressemble de toute façon à un aller simple pour l'au-delà, surtout pour une équipe comme la leur. Miss Smith révèle alors sa véritable motivation, elle les a amenés au casino pour gagner gros. Si elle décroche le jackpot, elle prévoit d'acheter un char de combat pour augmenter leurs chances de survie face à la mission dangereuse qui les attend. Alors qu'elle retourne jeter des pièces dans les machines, Alice arrive aussi au casino. Rin commence à lui faire une visite rapide, expliquant que Zurich est connue comme une ville de plaisir et d'indulgence.
mais Alice voulait clairement se diriger vers la zone neutre à la place. Reen a pensé que c'était juste une excuse pour croiser Iska, alors elle a opposé son veto à l'idée. Elle conduit Alice vers les machines à sous et elle passe juste à côté d'Iska et Miss Smith sans même les remarquer. Mais Alice n'est pas là pour les jeux. Elle se concentre sur le choix du moment parfait pour son prochain duel avec Iska. Reen appuie sur le bouton de la machine à sous pour s'amuser et, miraculeusement, elle décroche le jackpot dès leur premier tour. Elle est aux anges et se précipite pour trouver le personnel du casino tandis qu'une foule commence à se rassembler autour de la machine. C'est alors que Nin s'approche, félicite Alice et plaisante en disant qu'il pourrait probablement s'offrir un char maintenant avec ce prix. Mais Alice se moque bien des gains. Sans hésitation, elle remet tout le seau de pièces à Nin qui le rapporte à l'équipe. Quand Nin revient, elle mentionne en passant que la blonde à l'air royal qui lui a donné le jackpot doit être une sorte de princesse. Mais Iska, sans même se retourner, balaie l'idée d'un sourire. Il n'y a aucune chance qu'Alice soit ici, n'est-ce pas? Plus tard, en se promenant dans les rues de la ville, Alice et Ren tombent sur une petite cabine de voyance nichée dans un coin. Curieuse, Alice décide d'y jeter un œil. À l'intérieur, elle dit à la vieille voyante qu'elle veut savoir quand elle rencontrera le garçon auquel elle pense ces derniers temps. La vieille femme étale ses cartes de tarot, révélant une paire qui semblait refléter une forte connexion. Elle dit à Alice que la personne qu'elle cherche est toujours proche, que leur lien est indestructible, peu importe la distance. Quelques instants plus tard, Alice rejoint Ren, et les deux continuent d'explorer la ville. Peu de temps après leur départ, Iska et l'équipe arrivent au même stand de voyance. Iska, se sentant joueur, demande à faire lire sa fortune. Le résultat, c'est comme toi, elle a dit que personne ne veut de son joystick. Désolé les gars. Je veux dire, il tire exactement la même paire de cartes qu'Alice. La vieille femme lui donne le même message. La fille qu'il cherche est plus proche qu'il ne le pense. De retour dans l'Empire, on voit Rissier rencontrer le Sénat impérial. Le sujet, quelque chose connu sous le nom de Vortex. Il l'informe que des renforts sont urgemment nécessaires dans cette région. Au lieu de donner des ordres directement à Miss Smith, ils veulent que Ricia joue le rôle du méchant flic et annonce elle-même la nouvelle. Ricia appelle l'unité 7 et lâche la bombe avec désinvolture. Tout ce qu'ils avaient mémorisé auparavant, complètement inutile maintenant. Tout comme la réputation de leur escouade, plaisante-t-elle. Ils ont été réaffectés à une toute nouvelle mission. Elle explique qu'une bataille massive, en gros une guerre de territoire qui dure depuis un siècle, a commencé juste après l'apparition du Vortex. Ce Vortex est la raison pour laquelle les mages astrales existent même. Maintenant, un second commence à se former et si la souveraineté nébulise s'en empare, cela pourrait faire basculer la guerre. Alors, le nouveau travail de l'escouade Sept, empêcher les forces ennemies d'en prendre le contrôle, quoi qu'il en coûte. Pendant ce temps, à Nébulise, Alice est seule, tenant silencieusement le mouchoir qu'elle a reçu d'Iska. Reen entre et lui remet un message scellé. C'est de sa sœur, Sisbel. Le message de Sisbel révèle qu'un nouveau vortex a été détecté dans la vallée du milieu et que les troupes de l'Empire sont déjà en route vers le site. Elle lâche aussi une autre bombe. La famille Zo a gardé cette information cachée de la reine, probablement parce qu'ils prévoyaient d'utiliser le pouvoir du vortex pour eux-mêmes. Pour enquêter, Alice se rend au domaine de la famille Zo seulement pour découvrir que tout l'endroit est désert. Juste à ce moment-là, Rain sent quelqu'un derrière eux. Une figure masquée apparaît avec un couteau et Rain l'interpelle immédiatement. Il s'avère que l'homme est Ronovus et que c'était juste un test pour vérifier leur vigilance. Il est étonnamment impressionné par la vivacité de leurs instincts. Lorsqu'on lui demande la signification de cette mise en scène, Ronovus affirme qu'il garde une lame sur lui pour se protéger parce que son pouvoir astral n'est pas très fort. Alice ne perd pas de temps et demande directement des informations sur le vortex. Il répond vaguement, disant qu'il n'y a pas encore de preuves solides. Cela pourrait n'être rien de plus qu'une perturbation magmatique, mais il conseille tout de même d'envoyer des troupes par précaution. Quand Alice demande pourquoi ils n'ont pas informé la reine, il dit avec désinvolture que la paperasse a pris du temps, mais que le messager est déjà en route. Alice voit clair dans ses tactiques de retardement et décide de ne pas perdre une seconde de plus là-bas. Le lendemain, Iska demande à Miss Smith si elle a rapporté leur rencontre avec Nebulise au supérieur. Elle dit que oui, mais qu'ils étaient en colère parce qu'elle n'a pas pris de photo du fondateur. Pendant qu'ils discutent, Miss Smith tombe sur une vieille amie nommée Noro et la présente au reste de l'unité 7. Peu de temps après, le commandant Nameless fait son entrée, ressemblant à quelqu'un dans un cosplay de nomade à petit budget, et aligne les recrues pour donner des ordres. Il leur donne deux choix, soit trouver le vortex avant l'ennemi, soit le détruire complètement s'ils ne peuvent pas. L'équipe part pour commencer leur recherche, mais ils ne parviennent pas à localiser le vortex. Soudain, Miss Smith reçoit un message de Noro, l'avertissant qu'une de leurs unités a disparu en explorant la zone et qu'ils ont perdu le contact avec deux équipes de secours envoyées pour les retrouver. Lorsque tout le monde se regroupe à la base, Nameless annonce froidement qu'il n'est pas nécessaire de tenter un sauvetage. Cette décision met l'unité Sept en colère. Déterminée à obtenir des réponses, Iska s'avance pour le défier, mais Nameless l'écarte, le traitant de traître pour avoir laissé un prisonnier s'échapper. Il refuse de perdre son temps ou son énergie sur ce qu'il appelle une plaisanterie de Baran. C'est alors que Miss Smith intervient courageusement. Bien que visiblement nerveuse, elle se tient droite et se présente comme la capitaine de l'unité Sept, demandant directement pourquoi aucune équipe de secours n'a été envoyée.
Nameless ne répond pas, mais Miss Miss gagne un peu de confiance à partir de ce moment. Se sentant motivée, elle se tourne alors vers son escouade et décide de leur donner une motivation inattendue. Plus tard, Alice et Rin arrivent dans un camp militaire restreint. Même si les gardes leur disent que la zone est interdite, Alice entre quand même avec toute l'attitude d'une royale habituée à obtenir ce qu'elle veut. Ils se dirigent vers un immense faisceau de lumière qui perce le ciel et Alice réalise immédiatement que c'est un autre vortex. C'est alors que le noble masqué Ronovus apparaît, cette fois accompagné d'une fille timide nommée Kissing. Il explique qu'ils allaient justement informer la reine de l'apparition du vortex. Kissing se cache nerveusement derrière Ronovus, agissant comme si elle avait vraiment peur d'Alice. Alors, quand Ronovus demande à Alice de diriger les efforts de défense avec eux, Alice se tourne vers lui et demande si Kissing est vraiment si dangereuse. Il confirme qu'elle l'est. En fait, il croit que Kissing est même plus forte qu'Alice elle-même. Choqué mais essayant de ne pas le montrer, Alice demande ce qu'il prévoit de faire avec le vortex. Ronovus ne se retient pas, il révèle que le plan est simple, lancer une guerre totale contre l'Empire. Pendant ce temps, l'unité 7 capte des signaux astraux étranges provenant de leur base, des relevés qui ne peuvent être causés que par l'art astral. Jehan comprend immédiatement la situation, réalisant que leur base a probablement été infiltrée. Il en déduit que les unités manquantes n'ont pas été anéanties, elles ont été capturées. Miss Smith informe alors l'équipe que le commandement a déjà déplacé la base vers un nouvel emplacement et leurs ordres sont de continuer à chercher le vortex. Juste à ce moment-là, ils remarquent une colonne de lumière brillante qui brille au loin. Croyant qu'il pourrait s'agir du vortex, ils se dirigent rapidement vers elle. Peu de temps après, l'escouade de Nohoro arrive sur les lieux. Miss Smith, ravie de revoir son ancien ami, court directement dans ses bras comme un chiot perdu. Mais la joyeuse réunion prend une tournure inattendue. À la surprise générale, Nohoro révèle que la lumière n'était pas du tout le vortex, c'était un piège. Son escouade était tombée dans le piège aussi, comme des souris attirées par du fromage. Tirant sur son col, elle révèle une marque astrale lumineuse sur son cou et, sans prévenir, elle attrape Miss Smith à la gorge. Alors qu'elle commence à l'étrangler, Noro déclare fièrement qu'elle travaille avec la souveraineté nébulise depuis le début. Soudain, un par un, les membres de l'escouade de Noro tombent comme des mouches, éliminés par un attaquant invisible. Le coupable se révèle bientôt, le commandant Nameless sortant de l'ombre comme si de rien n'était. Il est prêt à exécuter Nohoro sur le champ, mais un de ses coéquipiers fait une bêtise et lance un sort de feu, provoquant le chaos. La distraction donne juste assez de temps à Nohoro pour s'échapper, traînant avec elle Miss Smith inconsciente. Nameless est sur le point de leur lancer un couteau, mais Iska le dévie à la dernière seconde, sachant pertinemment que Miss Smith aurait été touchée aussi. Nameless est visiblement agacé par l'intervention d'Iska, mais ne poursuit pas l'affaire. Au lieu de cela, il dit froidement à l'équipe de continuer à chercher le vortex pendant qu'il retourne à la base. Pendant ce temps, au fond d'une grotte, Alice observe le vortex et note qu'il est bien plus petit qu'elle ne l'avait imaginé. Suffisamment petit pour que seuls quelques mages puissent en bénéficier. À ce moment-là, Nohoro arrive avec Miss Smith toujours inconsciente. Lorsqu'elle commence à se réveiller et voit Alice parmi ses ravisseurs, elle est choquée et confuse. Mais Alice ne veut pas que quiconque sache qu'elle a eu un contact avec quelqu'un de l'Empire. Avant que Miss Smith ne puisse dire quoi que ce soit, Rin l'assomme rapidement à nouveau, la faisant taire avant qu'elle ne puisse faire une scène. Ensuite, Alice a une nouvelle idée audacieuse. Elle dit à Noro de lui donner les coordonnées du camp impérial. Avec la capacité de téléportation de Rin, ils peuvent s'y rendre instantanément. Son objectif, un affrontement direct en tête-à-tête avec Iska. Plus de jeu. Du côté d'Iska, l'équipe trouve des empreintes menant à une grotte. À l'intérieur, ils aperçoivent le véritable vortex. Mais le temps presse. Les forces impériales ont déjà commencé à tirer des missiles dans la zone, et Nin calcule qu'ils ont environ 21 minutes pour sécuriser l'endroit avant que toute la grotte ne s'effondre. Au milieu du chaos causé par les frappes de missiles, Iska se faufile dans la grotte et parvient à sauver Miss Smith, la libérant de ses entraves. Juste au moment où il commence à bouger, Noro essaie de le frapper avec une attaque de foudre, mais Iska absorbe l'énergie proprement avec son épée astrale. Soudain, Lady Kissing fait son entrée. Elle attrape un missile en plein vol grâce à sa magie astrale bizarre, puis l'efface complètement de l'existence comme s'il n'avait jamais été là. Cela réglé, elle se concentre sur Iska, révélant que ses ordres sont clairs. Éliminer tout soldat impérial à vue. Réalisant à quel point elle est dangereuse, Iska dit à Miss Smith de rester cachée et à l'abri. Kissing déclenche une rafale d'attaques astrales, mais Iska les bloque toutes avec sa lame, ce qui la surprend clairement. Elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un contre ses attaques si facilement. Frustrée, Kissing régénère le missile qu'elle avait absorbé plus tôt et tente d'éliminer Iska pour de bon. Mais lorsque la fumée se dissipe, Iska sort indemne, la prenant complètement par surprise. Perdant son sang-froid, elle se précipite sur lui avec toute sa force. Mais Iska, gardant son calme sous la pression, utilise son agilité et ses instincts aiguisés pour esquiver et s'approcher, puis porte un coup net à son abdomen, la mettant KO.
Alors que Kissing s'effondre, Nohoro panique et s'enfuit de la grotte comme un lâche, tandis que Miss Miss se précipite vers Iska pour vérifier son état. Avant qu'ils ne puissent reprendre leur souffle, le seigneur masqué Ranabis apparaît soudainement derrière Iska. Même si Iska se retourne rapidement, il finit quand même par être coupé par la lame de Ranabis. Puis le seigneur masqué Ranabis surgit de nulle part, attrape Kissing et se téléporte instantanément à côté de Miss Miss, la poussant directement au cœur du vortex. Pendant ce temps, Alice et Rin arrivent à la base impériale pour la trouver complètement déserte. Juste au moment où tout devient silencieux, Rin sent soudain quelque chose d'étrange et pousse Alice hors du chemin, recevant une entaille elle-même. C'est alors que Nameless abandonne son invisibilité et s'avance. Enragée que Rin ait été blessée, Alice se prépare à le faire payer. Elle se lance dans un duel, mais sous-estime d'abord Nameless, manquant de peu de se faire trancher la gorge. Réalisant son erreur, elle s'excuse d'avoir retenu ses coups et promet de se battre sérieusement. Déchaînant sa grande calamité de glace, elle gèle tout le champ de bataille en un clin d'œil. Nameless, cependant, parvient à peine à s'échapper avant d'être piégé. Plus tard, de retour sur le site du Vortex, Alice voit Iska sauter pour sauver Miss Miss. Désespérée de terminer leur combat personnel, elle saute juste après lui, criant à quel point il est difficile à retrouver. Elle propose de l'aider, mais seulement s'il accepte de régler leur duel en Suède. Iska accepte et prend sa main. Elle forme des plateformes gelées pour le soutien. Mais avant qu'il ne puisse sortir, une voix étrange résonne depuis l'intérieur du vortex, repoussant Alice et attirant Iska et Miss Miss à l'intérieur. Laissée derrière, Alice bouillonne de frustration, espérant silencieusement qu'Iska s'en sorte pour qu'ils puissent enfin terminer ce qu'ils ont commencé. Pendant ce temps, Maine et Jeanne retrouvent enfin Iska et Miss Miss et demandent immédiatement comment les deux ont réussi à survivre au vortex. Iska, tenant un cristal lumineux dans sa main, ne peut pas vraiment expliquer ce qui s'est passé. Tout est allé trop vite pour être compris. Dans la souveraineté de Nébulise, Alice se retrouve à arroser des plantes au hasard, visiblement distraite en se remémorant le moment où Iska lui a pris la main. Lorsque Rin vient la voir, Alice entre soudainement en mode de déni total. Mais Rin voit clair en elle. Elle réalise qu'Alice ne pourra pas se concentrer tant qu'elle n'aura pas de conclusion avec Iska. Alors elle suggère qu'elles organisent une autre rencontre dans la ville neutre. L'idée illumine instantanément l'humeur d'Alice. De retour à la base de l'Empire, Jehan taquine Miss Miss à propos de sa capture, de son évanouissement, puis de s'être volontairement jetée dans un vortex. Fidèle à elle-même, Miss Miss tombe à genoux, suppliant pardon comme si c'était la fin du monde. Iska la rassure en disant que tout va bien. Il est juste heureux qu'il s'en soit sorti vivant. Mais à ce moment-là, Miss Miss commence à ressentir quelque chose d'étrange sur son épaule. Avant que quelqu'un puisse vérifier, Risha arrive avec une nouvelle mission. Cette fois, l'Empire veut que l'unité Sept s'infiltre dans la souveraineté de Nébulise sous sa direction, avec pour objectif d'enlever la reine Nébulise elle-même. La mission semble si insensée que Jehan demande carrément si elle plaisante. Iska est d'accord, disant qu'il a l'impression qu'on leur a donné un aller simple vers une mort certaine. Mais lorsque Rissia confirme que la mission est 100% légitime, l'équipe demande immédiatement si elle a même un plan. Elle explique que lors des premiers procès de sorcières, les gens étaient marqués avec des crêtes astrales, des symboles utilisés pour identifier les mages et les citoyens de la souveraineté de Nébulise. Ces crêtes sont finalement devenues une sorte de passeport. Quiconque n'en a pas est probablement un espion de l'Empire. Naturellement, l'équipe est préoccupée. Comment sont-ils censés s'infiltrer sans ces crêtes? Rissia les assure que dans 3 jours, elle aura un moyen propre et sécurisé pour qu'ils entrent en territoire ennemi. Pendant ce temps, Alice et Rin attendent Iska dans la ville neutre depuis 3 jours, mais il ne s'est toujours pas montré. Alice commence à s'impatienter, se demandant où il a bien pu disparaître. Rin essaie de rester réaliste et évoque l'idée qu'Iska n'a peut-être pas survécu au Vortex. Mais Alice n'y croit pas. Elle est convaincue au fond d'elle qu'il est vivant. Il est trop coriace pour tomber comme ça. Il décide de se séparer. Alice part chercher dans les rues principales, tandis que Rin vérifie les environs. Après son départ, Rin réfléchit au fait qu'Alice est censée être la prochaine reine, mais d'autres tournent autour du trône comme des vautours, attendant juste de le revendiquer. En ce moment, ce serait le moment idéal pour Alice de gagner la faveur du public, mais elle est trop concentrée à poursuivre Iska pour s'en soucier. De retour dans l'Empire, l'équipe se réunit pour discuter de la dangerosité de leur prochaine mission. Alors qu'ils sont en pleine conversation, Miss Miss ressent soudainement à nouveau cette étrange sensation dans son épaule. Nain lui demande d'enlever sa veste pour qu'elle puisse vérifier et à la stupéfaction générale, il y a maintenant une marque astrale sur le corps de Miss Miss. Paniquée, Miss Miss commence à s'affoler. Iska pose doucement une main sur son épaule et lui demande calmement si elle se souvient quand cela a pu apparaître. Jae-hin suppose que cela a dû se produire lorsqu'elle a sauté dans le vortex, ce qui signifie que son corps est compatible avec l'énergie astrale, faisant d'elle une mage potentielle. Ébranlée, Miss Miss tombe à genoux. Jae-hin et Nin commencent à se demander s'ils doivent signaler cela au supérieur. Mais Iska dit doucement à Miss Miss qu'elle peut simplement cacher la marque et continuer à servir comme leur capitaine. Jae-hin et Nin s'accordent et jurent de la protéger quoi qu'il arrive. Pendant ce temps, Alice retourne à la souveraineté de Nébulis après avoir échoué à trouver Iska, cherchant toujours des endroits qu'il aurait pu traverser. De retour avec l'équipe, ils réfléchissent à comment cacher le symbole de Miss Miss, sachant qu'un disciple saint pourrait probablement le détecter. Le lendemain, Iska emmène Miss Miss à la ville neutre pour l'aider à se détendre, mais il commence à se sentir coupable comme s'il la cachait.
un massacre, mais Miss Smith lui dit que c'était la bonne décision. Elle se sent vraiment libre ici, pas comme si elle était en fuite. Ils partagent un moment de calme et Iska réfléchit au temps paisible, promettant de mettre fin à cette guerre pour que personne comme Miss Smith n'ait à cacher qui ils sont. Après cette conversation à cœur ouvert, Miss Smith part chercher des boissons. Ailleurs, Alice erre toujours dans la ville et, par pur hasard, elle se retrouve près du banc où Iska est assis. En transpirant sous le soleil, elle demande à s'asseoir à côté de lui pour se rendre compte que c'est Iska lui-même. Elle est stupéfaite, bouleversée qu'il ait disparu, et dit qu'elle avait tant de choses à lui dire, mais maintenant son esprit est vide. Iska lui propose le siège, mais elle refuse puisqu'ils sont techniquement ennemis. Lorsqu'il suggère de se lever pour qu'elle puisse s'asseoir, Alice répond qu'elle veut qu'ils s'assoient côte à côte en tant qu'égaux. Alors qu'ils s'installent tous les deux, espacés comme des rivaux dans un drame romantique, Alice admet qu'elle est contente qu'il aille bien. Remarquant qu'Iska est perdu dans ses pensées, elle lui demande de s'ouvrir, mais il refuse tranquillement, lui rappelant qu'ils sont toujours dans des camps opposés. Toujours assise avec Iska, Alice insiste pour qu'il dévoile ce qu'il a en tête, bien que sa formulation semble plus suggestive qu'elle ne le voulait. À ce moment-là, Rin arrive en tant que troisième roue ultime et lui tend une boisson au citron. Alice en offre une en retour et c'est alors qu'Iska se souvient soudain que Miss Smith était partie plus tôt pour prendre des boissons, mais n'est toujours pas revenue. Au moment où il prend une gorgée, il perd connaissance. Rin admet tranquillement qu'elle a glissé quelque chose dans sa boisson. Son plan n'était pas de lui faire du mal. Elle voulait juste prouver que la souveraineté de Nebulis est dangereuse pour qu'il arrête de voir Alice. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était à quel point il serait crédule au point de le boire vraiment. Rin, maintenant en mode chaos total, suggère même de simplement le kidnapper. Alors qu'elle soulève Iska du banc, Miss Smith arrive juste à temps pour en être témoin. Alice lui dit clairement qu'Iska est une menace pour leur nation et qu'elle va le mettre en détention. Mais Miss Smith, ne voulant pas céder, active instinctivement ses pouvoirs astraux, bien qu'elle n'ait aucun réel contrôle sur eux. Malgré cette soudaine montée de force, Alice la surpasse facilement et emmène Iska sans presque aucune résistance. De retour dans l'Empire, Ricia rapporte à l'empereur que la sorcière de la calamité de glace a réussi à capturer Iska et attend de nouveaux ordres. Pendant ce temps, dans un véhicule, Alice commande qu'Iska, étant un ancien disciple saint, sera traité pire qu'une domestique dans la souveraineté. Mais au lieu de se diriger vers la capitale, elle ordonne à Rin de faire un détour directement dans la zone contrôlée par Nebulis la plus proche. Pendant ce temps, Ricia informe les supérieurs du kidnapping d'Iska, mais ils réagissent à peine. Au lieu d'aider, ils lui disent de continuer avec la mission secrète originale. Cependant, elle a reçu des ordres directs de l'empereur lui-même. Récupérer Iska est désormais la priorité absolue. Un témoin oculaire a repéré le véhicule dans lequel Iska a été emmené, et Rin l'a déjà localisé dans la province 13 de la souveraineté de Nebulis, plus précisément à Alcatraz, un secteur pénitentiaire fortement gardé. Cette installation abrite également le célèbre hérétique Salinger, celui qui s'est ouvertement retourné contre la reine Nebulis. Ricia soupçonne que s'il libère Salinger, il pourrait même changer de camp et rejoindre l'Empire. Elle rencontre l'unité 7 et leur donne le feu vert pour lancer une mission de sauvetage. Elle leur remet également des conteneurs spéciaux remplis d'énergie astrale qui donnent temporairement à l'utilisateur une fausse crête sur la peau. Pensant rapidement, Jehin en applique un sur l'épaule de Miss Smith, couvrant sa véritable marque pour l'instant. Ricia donne ensuite à l'équipe leur objectif complet, libérer Iska et semer le chaos total en sortant. Pendant qu'ils font cela, une autre unité s'infiltrera dans le palais pour capturer la reine, comme prévu initialement. Plus tard dans la soirée, Rin et Alice arrivent à Alcatraz. Dans la voiture, Alice ne peut s'empêcher de toucher le menton d'Iska, le trouvant plutôt mignon pendant qu'il est inconscient. À ce moment-là, un chat traverse la route. Rin freine brusquement, ce qui fait qu'Iska tombe en avant et atterrit sur l'épaule d'Alice. Déconcertée, elle le repousse, mais ce choc le réveille. Il se souvient rapidement de comment il est arrivé ici et se tourne vers Alice, visiblement déçu. Il dit qu'il ne s'attendait jamais à ce que quelqu'un comme elle, une princesse, ait recours à une telle ruse. Alice ne perd pas de temps à rejeter toute la faute sur Rin, qui réplique immédiatement en traitant Iska d'idiot pour être tombé dans un tel piège. Pendant ce temps, l'unité 7 passe avec succès le point de contrôle en utilisant les crêtes temporaires. Ailleurs, Rin et Alice escortent Iska à un hôtel et lui rappellent qu'il est maintenant en territoire de la souveraineté de Nebulis, donc essayer quelque chose de drôle pourrait le faire exécuter. Lorsqu'ils atteignent la suite d'Alice, Rin suggère d'enfermer Iska dans une pièce séparée pour des raisons de sécurité, mais Alice refuse, disant qu'elle ne veut pas que quelqu'un pense qu'elle maltraite ses prisonniers. Au lieu de cela, Rin décide de surveiller personnellement Iska et demande au personnel de les déplacer à la suite présidentielle. En même temps, l'unité Sept reçoit un appel de Ricia qui les guide vers sa position. Une fois qu'ils se rencontrent, elle décide de les rejoindre pour la mission d'infiltration dans la tour de la prison d'Al-Logan où Iska est supposément détenu. De retour à l'hôtel, Rin élabore discrètement un plan pour éliminer Iska. Elle saisit un couteau, se coupe la main et invente une fausse histoire selon laquelle Iska l'a attaqué, dans l'intention de le faire exécuter sous prétexte de légitime défense. Elle se jette sur lui avec le couteau juste au moment où Alice, complètement inconsciente, est dans l'autre pièce en train de débattre de ce qu'elle va commander pour le dîner. Quand Alice va demander à Rin sa préférence pour le repas, elle ouvre la porte et est choquée de la trouver en plein milieu de l'attaque. Amusée par la situation, Alice sourit et plaisante, demandant s'il devrait transformer ce combat au couteau en un combat à 3, ce qui finit par faire arrêter Rin.
Pendant ce temps, l'unité 7 réussit à pénétrer dans la prison, mais Ricia se sépare du groupe pour mener sa propre mission secrète. Jae-hin note que les disciples de 5 quittent rarement la capitale, ce qui signifie que Ricia doit avoir un agenda plus profond. De retour dans la suite, Alice se menotte à Iska pour l'empêcher de s'échapper et pour empêcher Rin de faire d'autres coups. Quand Iska souligne l'évidence, comme comment elle va utiliser la salle de bain ou dormir en étant enchaînée, Alice l'ignore. Mais au moment où elle ressent l'appel de la nature, elle panique et demande la clé pour se rendre compte que Rin est déjà parti. Plus tard, Rin revient et s'enchaîne à Iska à la place, permettant à Alice de prendre enfin un bain en paix. Quand Iska demande ce qu'elle prévoit de faire de lui, Rin répond froidement que si cela ne tenait qu'à elle, elle l'enfermerait pour toujours. Juste à ce moment-là, Alice entre dans la pièce vêtue seulement d'une serviette, oubliant complètement qu'Iska est toujours là. Réalisant trop tard, elle se retourne rapidement, lui offrant accidentellement une vue complète d'elle. Mais Iska, toujours le nerd tactique, réagit à peine. Ses yeux sont plutôt fixés sur la crête astrale, marquée sur son dos. Bien que les gens parlent toujours de sa crête, Alice ne s'est jamais souciée de leurs opinions. Mais pour une raison quelconque, elle est curieuse de l'avis d'Iska. Iska lui parle calmement de son capitaine, Miss Smith, qui a récemment développé une crête et est techniquement devenue une sorcière. Même ainsi, il la respecte toujours exactement de la même manière. Pour lui, la crête ne signifie rien. Ce n'est pas la raison pour laquelle il se bat. Il voit Alice comme une égale et une véritable rivale au combat. L'honnêteté de ces mots frappe Alice comme une vague d'émotion. Elle est tellement flattée qu'elle commence à se pavaner comme si elle se produisait pour un public privé, complètement emportée par le moment. Pendant ce temps, à la prison d'Al-Logan, Ricia rend visite à l'infâme Salinger, le soi-disant démon transcendant. Bien qu'il soit enfermé depuis 30 ans après avoir trahi la reine Nébulise, l'homme semble ne pas avoir vieilli d'un jour. Quand Ricia demande nonchalamment s'il est vraiment Salinger, il l'avertit de ne pas lui parler si familièrement. Il lui demande comment elle est même entrée dans la prison et elle hausse les épaules, disant qu'elle a encore des contacts au sein de la souveraineté Nébulise. Allant droit au but, Ricia lui dit que l'Empire prévoit d'écraser la souveraineté et pourrait utiliser une puissance comme la sienne de leur côté. Salinger, peu impressionné par la vengeance, admet que l'offre semble ennuyeuse, mais comme il n'a rien de mieux à faire, il accepte juste pour le plaisir. Plus tard dans la nuit, Alice et Iska sortent sur le balcon pour prendre l'air. Iska commente à quel point la ville est belle la nuit et Alice répond doucement que derrière ces lumières se trouvent des bâtiments remplis de criminels, beaucoup d'entre eux sans pouvoir, mais une exception se démarque. Elle lui dit que la tour de connexion du hibou est la prison la plus sécurisée de la ville. C'est là qu'il garde les pires des pires, y compris Salinger, le traître qui a autrefois attaqué la reine et a gagné le titre de démon. À ce moment-là, Rin entre dans la pièce avec des nouvelles. Quelqu'un de l'Empire a infiltré la ville. Ses yeux se tournent vers Iska, mais il précise immédiatement qu'il a été menotté et surveillé tout le temps. Rin continue. Bien que la province centrale semble calme, une activité suspecte a été signalée dans 12 autres régions, y compris ici même à Alcatraz. En même temps, l'unité Sept remarque les alarmes retentissant dans toute l'installation, suivies par les équipes d'urgence se précipitant en action. Mais Jae-han reste calme, pensant que les gardes ne sont pas après eux. Ils réagissent simplement à l'agitation. Soudain, le sol tremble. Ricia communique par radio, révélant que quelqu'un a percé un énorme trou dans le mur de la prison en utilisant de la magie astrale. Lorsque Miss Smith demande des nouvelles d'Iska, Ricia dit avec désinvolture qu'il n'est même pas dans cette tour, gardant le silence sur le fait qu'elle n'a jamais vraiment prévu de le sauver. Elle ordonne à l'équipe de battre en retraite. Mais avant qu'ils ne puissent le faire, deux gardes les repèrent et commencent à avancer rapidement, mettant l'unité 7 dans une situation difficile. Pendant ce temps, près de la suite présidentielle, Alice et Iska voient de la fumée s'élever de la tour de la prison. Rin confirme qu'il y a eu une explosion et maintenant, un rugissement massif a été entendu venant de la cellule de Salinger. Ils craignent que le démon ne se soit échappé. Alice réalise exactement où il irait, la chambre de l'esprit astral de sa mère, et elle est la seule capable de le traquer. Elle dit à Rin de préparer le transport immédiatement et part, bien que à contre-cœur. Avant de partir, Alice se tourne vers Iska. Elle lui rappelle qu'elle ne devrait techniquement rien dire. Il est toujours l'ennemi, mais elle avoue que partager ce qu'elle a en tête pourrait aider à alléger le poids qu'elle porte. Rougissante, elle sort un mouchoir rouge et le pose sur la table. C'est sa façon de le remercier pour celui qu'il lui a donné, bien qu'elle ajoute maladroitement que l'ancien est gardé dans un endroit personnel. Alors elle lui en a acheté un nouveau. Sur ce, elle sort précipitamment de la pièce, laissant Iska complètement perplexe. De retour à l'intérieur de la tour de la prison, alors que les gardes se rapprochent, Miss Smith révèle audacieusement son blason astral pour attirer leur attention. Donnant à Jae-han et Nin une chance de frapper, elle se déplace rapidement pour distraire les gardes, mais, comme à son habitude, elle se retrouve acculée, et juste au moment où l'un des gardes lève son arme, elle se retrouve face à l'exécution. Heureusement, Jae-han et Nin neutralisent les gardes juste à temps, suivant parfaitement le plan. Dès que le danger passe, Miss Smith éclate en sanglots, tremblante et admettant à quel point elle avait peur de mourir. Nin la réconforte doucement et une fois calmée, Miss Smith décide d'essayer d'appeler Iska, espérant qu'il réponde. De retour à l'hôtel, Iska entend son téléphone vibrer et se précipite dans la chambre d'Alice pour le prendre. À son soulagement, c'est Miss Smith et ils se reconnectent enfin.
Ils se mettent rapidement à jour sur ce qui se passe de chaque côté. L'équipe demande à Iska s'il peut trouver un moyen de se débarrasser des menottes, et c'est alors qu'il se souvient du mouchoir rouge qu'Alice a laissé derrière elle. En courant dehors, il le déballe et trouve une clé à l'intérieur. Maintenant libre, il dit à l'équipe de rester sur place. Il vient aider. Pendant ce temps, Alice et Rin se dirigent vers la prison lorsque leur voiture est soudainement percutée. Ils échappent de justesse avant que le véhicule ne prenne feu. Alors qu'ils se rapprochent, Rin révèle que les forces impériales sèment le chaos dans toute la province. Déterminée, Alice promet de gérer chaque crise une par une. Lorsqu'ils arrivent près des portes, les gardes la reconnaissent immédiatement et la saluent. Passant en mode de leadership complet, elle prend le contrôle de la situation en tant que représentante de sa mère. Elle ordonne ensuite à Rin de s'occuper de Salinger, tandis qu'elle gère le reste de la menace croissante. Ailleurs, Iska retrouve l'unité Sept qui est plus que prête à s'échapper. Mais Iska demande ses épées et leur dit de tenir leur position pendant seulement 15 minutes. Puis, ils se précipitent seuls vers la prison. À l'intérieur de la tour, Rin confronte enfin Salinger face à face. Sans ciller, elle le dénonce pour ce qu'il est vraiment, un vulgaire voleur essayant de voler l'esprit astral de la reine. Salinger affirme avec arrogance qu'il ne vole rien. Il collecte simplement des esprits astraux comme un roi mage collectant des impôts auprès de son peuple. Sa véritable ambition? Pour rassembler chaque esprit et s'élever au-delà de la royauté, car pourquoi se contenter d'être un roi quand on peut devenir un dieu? Fatiguée de ses délires et de ses monologues interminables, Rin lance toutes les attaques incomplètes qu'elle connaît, utilisant jusqu'au dernier sort de son livre. Mais Salinger la repousse nonchalamment comme si elle n'était qu'un moustique agaçant, la laissant se débattre comme une poupée de chiffon trempé. Il révèle que son esprit astral de terre provient directement de la lignée pure, rendant sa magie terrestre de troisième règne ridiculement inutile en comparaison. Pire encore, il admet nonchalamment avoir pris des esprits de la famille royale elle-même. Enragé, Rin commence à lancer des insultes et des malédictions plus par désespoir qu'autre chose. Agacé par sa faiblesse et son attitude, Salinger décide qu'il est temps de l'effacer de l'existence. Mais juste au moment où il s'apprête à porter le coup de grâce, Iska apparaît, bloquant l'attaque à la dernière seconde. Rin, soulagé, dit rapidement à Iska qui est vraiment Salinger. Iska accepte de l'aider à le combattre, mais seulement si Rin promet de le laisser partir, lui et son escouade, ensuite. Salinger, déconcerté par la volonté d'Iska de défendre un mage astral, questionne ses motivations, mais finit par s'en moquer. Il est trop confiant en lui-même pour s'en soucier. Pendant ce temps, ailleurs dans la souveraineté nébulisée, Sisbel regarde le ciel nocturne quand elle remarque que quelqu'un s'approchait. C'est leur fidèle majordome, Shuwald, qui marche vers elle avec quelque chose en tête. Sisbel était anxieuse de ce qui se passait dans leur patrie. Elle a demandé à son vieux majordome Shuwald des nouvelles. Il lui a dit que des assassins de l'Empire étaient entrés dans leur nation et que le démon Salinger s'était évadé de prison. Il ajouta qu'Alice avait pris le commandement de la situation, ce qui rendit Sisbel encore plus nerveuse. Pendant ce temps, Iska et Salinger étaient déjà en train de se battre. Salinger était choqué de voir comment Iska pouvait trancher à travers ces ondes sonores cachées. Il s'avère qu'Iska utilisait la chaleur des feux à proximité pour suivre les déflagrations et réagir à temps. Lorsque Rin a essayé de révéler les capacités de Salinger en plein combat, Salinger l'a assommé pour garder les choses entre lui et Iska. Pendant tout ce combat chaotique et ces échanges de provocations, Iska a réussi à porter un coup, mais Salinger avait une barrière devant pour le protéger. Ne reculant pas, Iska a continué à avancer. Salinger a essayé de le faire exploser depuis le sol, mais Rin a crié un avertissement juste à temps, aidant Iska à esquiver. Même s'ils sont de côtés opposés, Iska et Rin ont décidé de faire équipe temporairement, pensant qu'ils pourraient le déjouer. Salinger se vantait ensuite d'avoir maîtrisé de nombreuses nouvelles techniques au cours des 30 dernières années, affirmant qu'il est le seul à contrôler pleinement le véritable pouvoir des esprits astraux. Pendant ce temps, Alice était occupée à commander des troupes quand elle a été attaquée par Nameless. Elle l'a à peine arrêté à temps. Lorsqu'elle lui a demandé s'il était derrière tout cela, Nameless lui a simplement dit d'arrêter de faire l'ignorante et a disparu avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit. Peu après, Alice aperçut Iska et Salinger s'affrontant sur un pont. Elle fut stupéfaite lorsque Salinger montra qu'il pouvait contrôler deux énergies astrales opposées à la fois, ce qui rendait son attaque extrêmement puissante. Il les frappa avec un sort combiné appelé Feu glacial, et quand Iska le trancha, la magie devint encore plus folle à cause de la réaction instable. Après ce qui semblait être Iska se faisant pulvériser, Salinger a révélé son plan final, fusionné avec l'esprit astral lui-même, quelque chose que seules deux personnes ont jamais réussi, l'une d'elles étant le fondateur Nebulize. Pendant que Salinger se vantait, Rin a défendu Iska, disant qu'il était le seul guerrier que le fondateur ait jamais considéré comme un véritable rival et celui qu'il a réellement battu. Salinger pensait qu'elle disait n'importe quoi et s'est avancé pour l'éliminer, mais Iska est soudainement réapparu, bien vivant. Il a expliqué comment son épée noire annule la magie astrale et l'épée sauvage la copie. Il utilisa le premier pour trancher la glace, puis utilisa le second pour traverser cette glace à travers les flammes en toute sécurité. Lassé de ruse d'Iska, Salinger mélangea vent et foudre pour déclencher une tempête de sable électrique. Rin invoqua un golem pour protéger Iska, mais Salinger la considéra comme une menace et visa à l'éliminer. C'est alors qu'Alice arriva et bloqua l'attaque avec sa magie de glace. Même si Salinger avait des compétences incroyables, il ne pouvait toujours pas gérer les mouvements d'épée fou d'Iska.
Il ne pouvait s'empêcher de rire de la façon dont le destin lui avait jeté un ennemi si fort. Au lieu de prolonger le combat, Salinger a simplement plongé dans le gouffre en dessous, mettant fin aux choses dans un étrange match nul. Le matin, Rin dit à Alice que tous les prisonniers sont rassemblés et que les choses sont enfin sous contrôle. Quand Alice vérifie si elle va bien, Rin prétend que tout va bien, faisant semblant d'être forte, mais Alice lui dit de se détendre, lui rappelant qu'elle n'est pas seulement sa chef mais aussi son amie. Puis Alice demande ce qui se passe ailleurs, et Ring explique que les soldats de l'Empire se sont retirés des frontières. Alice regarde le lever du soleil, réalisant qu'Iska n'a pas fui quand il en avait l'occasion. Il est resté et les a aidés à la place. Cette pensée seule la fait presque disjoncter tant elle se sent submergée. Elle se ressaisit rapidement et décide qu'ils doivent retourner à la province principale pour tout rapporter à la reine. Pendant ce temps, quelqu'un connu sous le nom de Nameless atteint l'Empire mais reçoit une surprise. Il y a un autre Nameless portant exactement le même costume. Il s'avère que la personne qui a combattu Alice à l'extérieur n'était même pas la vraie, mais Ricia, qui testait simplement la nouvelle armure militaire. Elle trouve que c'est beaucoup trop encombrant et décide qu'elle préfère faire confiance à ses propres compétences plutôt que de compter sur une technologie encombrante. Ils parlent ensuite de la façon dont 2 escouades ennemies ont réussi à s'infiltrer dans la province centrale, ce qui signifie probablement qu'elles ont déjà atteint le palais. Avant de partir pour informer les anciens, Ricia mentionne que l'empereur est très concentré sur Iska, le prochain héritier de Black Steel. De retour au Sénat, les 8 apôtres passent en revue tout ce qui vient de se passer et commencent à planifier leur prochain mouvement. En même temps, l'unité 07 s'échappe proprement du territoire de Nouli sans aucun problème. Ils plaisantent même sur la chance qu'ils ont eue pendant la mission. Iska, quant à lui, est perdu dans ses pensées, réfléchissant à tout le chaos qui s'est produit après sa capture. Tout le monde passe un moment tranquille, jusqu'à ce qu'Iska mentionne soudainement le blason de Miss Smith. Elle panique instantanément. Ce soir-là, Alice et Ring s'assoient enfin pour traiter tout ce qui s'est passé récemment. Après avoir traversé tant de choses ensemble, Ring admet qu'Iska mérite vraiment le respect en tant que guerrier, mais aucune d'elles ne réalise que Sisbel écoute discrètement leur conversation, cachée dans l'ombre. Lorsqu'elle entend le nom d'Iska, des souvenirs du mystérieux soldat impérial qui l'a aidé à s'échapper refont surface. Elle ne peut s'empêcher de se demander, cela aurait-il pu être Iska depuis le début? En regardant le ciel nocturne, elle espère silencieusement le rencontrer à nouveau un jour. Pendant ce temps, Ricia entre dans une chambre top secrète pour parler avec l'empereur. Elle commence à la mettre au courant de la situation d'Iska, mais dès qu'elle mentionne Salinger, l'empereur l'interrompt. Elle n'en a rien à faire, disant qu'il n'y a pas de temps à perdre avec des problèmes mineurs. Portant une tenue ridicule de fille chat qui semble faite pour appâter des modérateurs Discord inutiles, l'empereur est concentré sur une seule chose, l'histoire d'amour dramatique entre Alice et Iska, qu'elle qualifie de l'événement le plus excitant du siècle dernier. Au même moment, Sisbel se réveille en sursaut après avoir rêvé de la mort de sa mère. Elle essaie de se calmer et sort pour chercher Milaver, mais la voit en pleine conversation avec des nobles. Décidant de ne pas interrompre, Sisbel retourne discrètement dans sa chambre. Peu de temps après, Schwaltz apparaît avec un message. Milaver l'a convoqué. La reine veut que Sisbel visite Alamira, une nation qui n'est pas neutre et qui a peut-être commencé à travailler avec l'Empire. Sisbel, accompagné de son esprit astral, est chargé d'enquêter et de découvrir la vérité. Après avoir reçu sa mission, Sisbel sort de la salle du trône juste au moment où Milaver apprend qu'Eletir, la première princesse, est revenue. De retour dans l'Empire, Iska termine un bilan de santé et Name lui dit qu'ils ont une mission prévue dans une semaine. D'ici là, les pouvoirs de crête de tout le monde seront scellés. Mais Miss Smith n'est pas ravie. Le sien est toujours actif, et cela la stresse. À ce moment-là, une fille aux cheveux bruns fait irruption et gronde Ricia, qui s'en amuse. Elle se présente comme Michaela de l'escouade de coordination médicale et dit qu'elle a trouvé un problème majeur dans leur registre. Miss Smith panique un instant, pensant qu'elle a été découverte, mais Michaela explique le vrai problème. L'unité 07 a été beaucoup trop surmenée. Le maximum officiel est de 30 jours, mais ils ont largement dépassé cela. Alors Michaela leur offre gentiment une pause de 60 jours, ce qui fait râler Ricia. Dès qu'ils sortent, Miss Smith s'illumine de joie. Elle n'aura pas à être testée à nouveau pendant 2 mois entiers. Maintenant qu'ils ont beaucoup de temps pour s'occuper du problème de crête de Miss Smith, Naim prend en charge de leur trouver un endroit tranquille, loin de l'Empire. Dans la souveraineté de Nebulize, Alice est submergée par la paperasse, alors Green suggère de faire une pause. Alice se plaint de l'ennui ambiant et dit qu'elle a besoin d'un peu de frisson dans sa vie. Juste à ce moment-là, elles entendent une fête à l'extérieur et Alice devine que c'est probablement pour accueillir sa sœur Eltyr de retour. Curieuse, elle sort seulement pour tomber sur Sisbel. Mais dès que Sisbel les voit, son humeur change instantanément. Rin remarque à quel point elle est devenue différente, disant que Sisbel était autrefois pétillante et pleine d'énergie. Alice dit qu'elle ne lui en veut pas. Les choses sont tendues depuis que toutes les trois sont devenues prétendantes au titre de reine. Alice souhaite pouvoir quitter la province centrale pendant un moment, mais Rin lui dit fermement de ne pas le faire. Sisbel s'en va déjà sous les ordres de la reine, et avec l'Empire qui pourrait passer à l'action, ils ne peuvent pas se permettre de perdre leur meilleur mage. Pendant ce temps, Sisbel demande à Schwaltz de la conduire à Alamira.
Il est inquiet parce qu'elle part sans garde, mais elle utilise son art astral pour lui montrer une conversation passée avec des nobles louches. Elle ne fait confiance à personne d'autre que lui. Son instinct lui dit que quelqu'un vise sa mère et elle est déterminée à la protéger quoi qu'il arrive. Maître Lord les regarde partir et retourne à son palais où Eltier, la première princesse, apparaît. Lord essaie de la flatter mais elle va droit au but. L'un de leurs gens travaille avec l'Empire. Elle pense qu'ils n'ont pas encore officiellement trahi Nébulise, mais elle prévoit de mettre fin à cela avant que cela ne devienne pire. Ailleurs, l'unité 7 atterrit à Alamira pour leur pause bien méritée de 60 jours. Lorsque les filles arrivent en maillot de bain, disons simplement que les vagues ne sont pas les seules à monter. Après une journée entière de natation, l'équipage retourne à l'hôtel. Jim porte Miss Mise sur son dos, tandis que Nin lui demande de l'emmener dans leur chambre. Elle et Iska iront dîner. En chemin, Nin s'arrête pour une pause rapide aux toilettes et Iska attend dehors. Soudain, une fille le heurte et quand il voit son visage, il réalise que c'est la même fille qui l'a aidé à s'évader de prison, Sisbel. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Nin revient, attirant l'attention d'Iska. Il lui parle de la fille, mais quand il se retourne, Sisbel est déjà partie. Sisbel, quant à elle, s'enfuit comme si sa vie en dépendait. Une fois que Shuval se la rattrape, elle est plus qu'excitée. Elle a enfin trouvé le gars qui l'a sauvée. Cette nuit-là, elle et Shuval s'échappent de l'hôtel. Utilisant ses pouvoirs astraux, elle rejoue le moment où elle a rencontré Iska et suit sa trace jusqu'à un autre hôtel. Au lieu de frapper, elle déverrouille la porte et entre directement. Iska, prise au dépourvu, la plaque instantanément, pensant qu'elle est une ennemie. Mais sous le clair de lune, il la reconnaît. Sisbel lui dit qu'elle voulait juste le revoir et l'invite à retourner à la souveraineté. De retour à Nébulise, Alice est épuisée par tout le travail, mais Rin lui rappelle qu'elles ont un événement le lendemain à 17h. Juste à ce moment-là, Milaver apparaît et les emmène dans la chambre de Sisbel. Elle dit à Alice que même si elle est reine, elle est toujours une mère, et elle s'inquiète parce que Sisbel ne parle presque à personne et s'enferme simplement. Elle veut savoir ce que sa fille ressent vraiment. Alice accepte d'aider. Ils se séparent pour fouiller sa chambre et Alice trouve un vieux journal caché sous une peluche rapportant l'arrestation d'Iska. Confuse, elle se demande comment Sisbel le connaît. Rin suppose que Sisbel pourrait enquêter sur Iska et Alice commence à penser qu'elle a dû les voir ensemble, elle et Iska. Mais Rin ajoute que les pouvoirs astraux de Sisbel ne fonctionnent qu'à 300 mètres, donc elle n'a pas pu les voir à Alcatraz ou dans la ville neutre. Cela ne laisse qu'une possibilité. Elle a dû entendre leur conversation. Et maintenant, Rin pense que Sisbel pourrait se méfier d'Alice. De retour à Alamira, Sisbel se présente calmement et demande à Iska s'il peut s'il vous plaît se lever d'elle. Il allume la lumière et elle s'excuse rapidement d'être entrée si tard. Elle dit qu'elle regrette de ne jamais l'avoir remercié correctement de l'avoir libérée. Et pour lui montrer sa gratitude, elle lui offre son bracelet. Iska, s'attendant à quelque chose de complètement différent, refuse maladroitement. Sisbel explique alors qu'elle a tout lu à son sujet dans les journaux, comment il a perdu son titre de saint-disciple à cause d'elle, et elle veut maintenant l'aider à retrouver cet honneur en rejoignant Nébulise. Cela fait penser Iska au moment où Alice lui a également demandé de la servir. Curieux, il demande pourquoi Sisbel le choisirait lui parmi tous les gens du palais. Elle se trompe un instant et admet qu'elle ne fait confiance à personne d'autre, puis se trouble instantanément et s'enfuit, laissant le bracelet derrière elle. Pendant ce temps, aux souverainetés, Alice et Rin font leur rapport à la reine, disant qu'elles n'ont pas trouvé grand-chose. Rin suggère poliment d'envoyer Alice à Alamira, espérant que Sisbel se sentirait plus à l'aise de se confier à sa sœur. Voyant la logique, Milaver accepte d'envoyer Alice aussi. Dans l'Empire, les 8 apôtres reçoivent la nouvelle que Sisbel est allée à Alamira avec un seul escorte. Voyant cela comme le moment idéal pour tester leur nouvelle arme, surnommée la machine de chasse aux sorcières, ils prévoient de capturer la princesse pure. Ailleurs, l'unité 7 organise un barbecue pour le petit déjeuner, mais Iska est dans la lune, clairement perdue dans ses pensées. Pendant ce temps, Eltier rend une autre visite au Seigneur masqué pour poursuivre leur conversation précédente. Elle lâche une bombe, ce sont en fait ses sœurs qui ont été en contact secret avec l'Empire. Au début, le Seigneur rit, pensant qu'elle plaisante, mais quand elle insiste sur le fait qu'elle est sérieuse, il propose immédiatement d'aider de toutes les manières possibles. Eltier admet qu'elle aime trop ses sœurs pour les arrêter elle-même, et s'il s'agit de trahison, elle veut que le Seigneur masqué s'occupe de la punition. Voyant qu'elle est déchirée et le cœur brisé, le Seigneur la rassure en lui disant qu'il s'en occuperait si cela arrive. Pendant ce temps, Alice est dans un bus traversant Alamira lorsque le conducteur freine brusquement. Il dit avoir aperçu des empreintes géantes sur la route. Le conducteur du bus commence à râler au sujet d'un monstre appelé le basilic, mais Alice descend pour vérifier elle-même. Elle trouve une empreinte massive sur le sol, mais elle ne correspond pas au basilic. Il y a aussi une traînée d'huile de machine et d'autres traces qui se dirigent directement vers la ville, ce qui déclenche ses instincts. À l'intérieur de la ville, l'unité 7 retourne à l'hôtel. Miss Smith est épuisée comme d'habitude.
Et il s'avère qu'Iska avait suggéré de changer d'hôtel juste pour éviter que Sisbel ne soit mêlé à leurs problèmes. Il fait une chaleur torride et tout le monde transpire à grosses gouttes, ce qui fait que le patch de crête de Miss Miss commence à se décoller. C'est un rappel brutal qu'ils n'ont toujours pas trouvé un moyen de s'en débarrasser définitivement. Jae-hin soupire, disant qu'ils ont passé des heures à réfléchir mais n'ont rien trouvé. Pourtant, il dit à Miss Miss d'arrêter de s'inquiéter pour l'instant et de simplement profiter du reste de leur pause avant de se replonger dans la résolution de problèmes. Mais Iska souligne aussi que cette ville vend des articles de l'Empire et de la souveraineté de Nebuli, ce qui signifie qu'il y a une chance qu'ils puissent trouver le même outil que Nyan a utilisé pour cacher sa crête astrale. Plus tard, ils arrivent à l'hôtel et Iska sort pour échanger de l'argent. Jae-ha le remarque en train d'agir étrangement, scrutant la zone comme s'il s'attendait à des ennuis. Peu de temps après, Sisbel apparaît et Iska la conduit rapidement dans un endroit tranquille pour qu'ils puissent parler sans être vus. Une fois seul, Iska demande comment elle a réussi à le retrouver si vite, surtout après qu'il ait changé d'hôtel, juste pour l'éviter. Sisbel explique que son esprit astral lui permet de rejouer des événements passés comme regarder une vidéo. Pendant leur conversation, elle finit par faire la grande révélation. Elle n'est pas juste une fille noble, elle est une princesse et l'une des successeurs officiels au trône. Iska se fige un instant, réalisant qu'elle est la sœur d'Alice. Cela ne fait que le rendre plus confus. Pourquoi quelqu'un comme elle s'intéresserait-elle à quelqu'un comme lui? Sisbel s'ouvre et dit « Quelqu'un avec des ambitions dangereuses vise sa mère. Si la reine meurt, cela pourrait déclencher une guerre massive entre l'Empire et Nébuleuse. Ses pouvoirs astraux ont révélé ce complot, mais elle ne sait toujours pas qui en est à l'origine. C'est pourquoi elle ne fait confiance à personne. » Elle supplie Iska de l'aider à prévenir cette guerre avant qu'il ne soit trop tard. Pendant ce temps, Alice arrive en ville et rencontre Miss Miss, qui est visiblement stressée parce que Sisbel est parti quelque part sans prévenir personne. De retour à la planque, Iska dit à Sisbel qu'il ne veut pas de guerre non plus, mais qu'il ne peut toujours pas la rejoindre. Elle continue de l'avertir du risque de guerre totale, mais Iska lui dit que sa mission va au-delà de cela. Il veut mettre fin complètement au conflit de 100 ans entre les deux nations. Lorsqu'il évoque les pourparlers de paix, Sisbel dit rapidement que son peuple ne pardonnerait jamais à l'Empire pour ce qu'ils ont fait. Juste au moment où Iska est sur le point de la rassurer et de dire qu'Alice croit en elle aussi, le Seigneur masqué apparaît soudainement de nulle part avec un groupe de mages. Iska le reconnaît comme le type qui a poussé Miss Miss dans un portail. Le Seigneur masqué traite Sisbel de traître et balaie son point de vue avec une attitude de « tu ne sais rien ». Il dit qu'il se moque de ses raisons. Il veut juste un levier politique dans l'élection de la reine. Sisbel s'enfuit, mais il ordonne à son escouade de l'arrêter. Iska bloque leur chemin, leur rappelant qu'ils sont censés être du même côté. Même quand Iska les supplie d'écouter Sisbel, le Seigneur masqué lui dit froidement de ne pas se mêler des affaires de souveraineté. Soudain, une arme mécanique massive s'écrase devant Sisbel. C'est la machine de chasse aux sorcières créée par les 8 apôtres. Iska essaie encore de la protéger, mais le Seigneur masqué le prévient de ne pas s'en mêler. Iska soutient que Sisbel avait une raison légitime de contacter l'Empire, mais le Seigneur le fait taire en disant « Les règles sont les règles, et tout contact avec l'ennemi est interdit ». Juste à ce moment-là, Jae-ha arrive avec l'unité 7. Miss Miss reconnaît instantanément le Seigneur masqué de leur dernière rencontre désagréable et Nyan repère l'arme prototype de l'Empire au loin. La machine scanne la zone, ciblant tout le monde avec une crête astrale, y compris Miss Miss, malheureusement. Mais sa priorité devient Sisbel, puisqu'elle est de sang pur et elle fonce droit sur elle, ignorant complètement le Seigneur masqué et son équipe. Réalisant qu'il a perdu le contrôle de la situation, le Seigneur décide de se lancer dans le combat, mais Jae-ha tire un coup de semonce à ses pieds, lui disant de ne pas bouger. Le Seigneur essaie de s'en sortir en disant qu'il est juste là pour attraper un traître, mais Jae-ha ne le laisse pas passer, surtout après ce qu'il a fait à Miss Miss lors de l'incident du vortex. Lorsque le Seigneur ordonne à ses gardes d'attaquer, il lui rappelle que cette nation est neutre. Il répond simplement que celui qui perdra le combat sera tenu responsable des dégâts causés ici. Pendant ce temps, la machine de chasse aux sorcières prépare une attaque dirigée vers Sisbel, mais Iska l'intercepte, déviant le laser juste à temps pour la sauver. Nyan arrive, déterminé à désactiver la machine avant qu'elle ne puisse envoyer des données de combat aux apôtres. Iska plonge directement dans le combat pour lui gagner du temps, mais réalise bientôt que ses lames ne peuvent même pas égratigner la chose. En même temps, il surveille constamment Sisbel pour la garder en sécurité, ce qui la fait se demander pourquoi il prend tant de risques pour elle. Iska, frustré par ses questions incessantes, s'emporte et lui dit d'arrêter de parler. Il ne laissera personne lui faire du mal. Ces mots la prennent complètement au dépourvu, et elle est tellement bouleversée que ses yeux se remplissent de larmes, et peut-être plus. Juste à ce moment-là, Nyan termine de verrouiller les coordonnées sur son lance-missile et tire, réduisant le robot en morceaux. Ailleurs, Jae-ha et Miss Miss évitent de justesse un coup lourd pour être pris en embuscade par le Seigneur masqué par derrière. Jae-ha engage immédiatement le combat rapproché, mais le Seigneur, maintenant conscient du pouvoir astral de Jae-ha, lui assène un coup qui le fait tomber. Alors que Jae-ha lutte pour rester debout, Shin sort un pistolet et tire une balle dans la poitrine du Seigneur, mais la balle est arrêtée par un enregistreur vocal caché dans son manteau.
Il s'avère que cet enregistreur était son plan de secours pour fabriquer des preuves et accuser Sisbel de trahison. Mais maintenant qu'il est cassé, il devient désespéré et essaie de recréer l'histoire, sortant de l'essence pour incendier tout l'endroit, tout comme leur fondateur l'a fait avec l'Empire. Il ordonne à son soldat astral, utilisant le feu, de tout enflammer. Mais à la stupéfaction générale, rien ne se passe. Son art astral échoue complètement, laissant tout le monde stupéfait et confus. À ce moment-là, tout le monde remarque que Miss Miss utilise ses pouvoirs astraux de vent pour éteindre les flammes. En voyant cela, le Seigneur masqué essaie de l'attraper pour l'utiliser comme sujet d'expérimentation. Mais avant qu'il ne puisse s'approcher, Jeha lui tire en plein visage, effaçant l'expression arrogante et le masque. L'homme n'a d'autre choix que de fuir. Pendant ce temps, la machine de chasse aux sorcières survit d'une manière ou d'une autre à l'attaque de missiles et passe en mode d'alimentation d'urgence. Elle commence à charger un autre tir pour tout anéantir à portée de vue. Sisbel réalise rapidement qu'il est alimenté par de l'énergie astrale à base de lumière. Lorsque le laser tire, elle et Iska esquivent de justesse l'explosion. L'explosion est si puissante qu'elle résonne dans toute la zone. JR et Miss Miss peuvent l'entendre de loin. Alors que la machine commence à se recharger, Nian essaie de lancer plus de missiles, mais cette fois, son attaque ne fait absolument rien. Iska lui dit de se regrouper avec Jeha et d'arrêter de gêner. Une fois qu'elle est partie, Iska retourne au combat, tranchant à travers les faisceaux d'énergie grâce à sa pure habileté à l'épée, tandis que Sisbel l'encourage depuis l'arrière. Ensuite, Sisbel active son pouvoir pour rejouer une tempête de sable passée de la même zone, soulevant d'épais nuages de poussière qui bloquent la vision du robot. Cela donne à Iska l'ouverture dont il a besoin pour aller directement au cœur, et d'un coup puissant, il le détruit. Mais juste au moment où ils se détendent, une étrange lumière violette apparaît, attrape Sisbel et l'entraîne dans la machine en évolution qui se transforme soudainement en une forme monstrueuse, essentiellement un Pokémon mortel. Nian, Jeha et Miss Miss se regroupent, mais ils remarquent de la fumée noire s'élevant au loin. Les gens de la ville commencent à se rassembler pour voir ce qui a causé l'explosion. De retour sur le champ de bataille, Iska combat toujours le robot transformé. Mais il commence à avoir du mal. Juste au moment où les choses se compliquent, quelqu'un lance une puissante attaque de glace qui repousse l'ennemi. Iska reconnaît instantanément la magie. Une seule personne peut faire ça, c'est Alice. Elle exige qu'il libère sa sœur. Tout comme lorsqu'ils ont combattu le fondateur, Alice et Iska se synchronisent, combattant ensemble sans faille, mais les bris d'esprit-machine contre chaque mouvement. Puis Alice réalise qu'ils ne combattent plus un robot, c'est un esprit astral. L'esprit commence même à leur parler dans la langue des esprits. Sachant qu'il n'hésitera pas à détruire toute la ville, Alice propose à nouveau une trêve temporaire. Elle et Iska unissent leurs forces, combinant leur magie et leur capacité pour finalement maîtriser l'esprit. Finalement, ils le vainquent, et Sisbel est libéré du corps du monstre. Les apôtres, observant à distance, perdent la connexion avec la machine, mais ils considèrent cela comme un léger contretemps et se concentrent sur la prochaine phase de leur plan. De retour en ville, Alice remercie Iska de l'avoir aidé, mais on peut voir qu'elle est partagée. Il est toujours techniquement l'ennemi. Alors qu'Alice est coincée dans ses émotions, Sisbel se réveille et demande comment elle connaît Iska. Alice, étant la tsundere qu'elle est, nie rapidement tout et force Iska à mentir aussi. Sisbel voit clair dans leur jeu, mais elle joue le jeu. Elle demande en plaisantant à Iska de devenir son chevalier. Alice devient visiblement jalouse mais ne peut rien dire puisqu'elle vient de nier le connaître. Maintenant, Iska est coincée dans une situation délicate, pris entre les deux sœurs. Faut-il applaudir l'une ou les deux? Alors, naturellement, l'homme se dérobe et retourne directement vers son escouade comme le roi de l'esquive de drame. De retour dans l'Empire, Rissia et Nameless traînent dans la chambre de l'empereur, discutant du moment héroïque inattendu d'Iska. Quand Nameless demande où est l'empereur, Rissia mentionne nonchalamment qu'elle est sortie toucher de l'herbe, en gros prendre une pause de tout le chaos. Pendant ce temps, Salinger se détend dans un parc, perdu dans ses pensées sur la façon dont Iska continue de le surprendre. Alors qu'il est dans la lune, il remarque une queue de chat dépassant de derrière un arbre. Il appelle celui qui se cache et surprise, c'est l'empereur elle-même. Dans la souveraineté nébulisée, le seigneur masqué retourne à son palais, se préparant à préparer Lady Kissing pour les prochaines élections. En même temps, Eltig est convoquée par la reine qui la confronte pour avoir divulgué l'emplacement de Sisbel. Elle se demande même si Eltyr est vraiment qui elle prétend être. Au lieu de répondre, Eltyr esquisse juste un sourire en coin. De l'autre côté, Ren fait les 100 pas anxieusement, espérant qu'Alice revienne saine et sauve, complètement inconscient qu'Alice est en réalité en train de flirter discrètement avec Iska. Alice demande à Iska d'agir comme un parfait inconnu devant son entourage, savourant secrètement le frisson de garder leur relation cachée comme si c'était un scandale romantique. Elle se penche près, les yeux fixés sur Iska, et devient soudainement confuse, réalisant qu'il a l'air tout aussi terrible de près que de loin. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui les gars. Regardez la vidéo suivante et je vous verrai dans la prochaine.